Donc bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur le site Le Monde d'après qui nous a été concocté par Colère du Présent et ses partenaires. Donc vous savez que le fameux salon du livre d'expression populaire et de la critique sociale n'a pas pu être maintenu à cause du coronavirus et de ce confinement, mais on est quand même là avec vous pour penser le monde d'après et avec Julien Talpa. Bonjour Julien, ou rebonjour Bonjour. tout à l'heure. Donc on a parlé de ton ouvrage Bâillonner les quartiers populaires. Là, on avait envie de continuer un petit peu de discuter avec toi, puisque tu es en train de travailler ou tu as fini, je sais pas très bien, sur l'Observatoire des libertés associatives. Tu avais travaillé avec le collectif des associations citoyennes. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ce travail-là que tu as engagé? Alors effectivement, cet observatoire des libertés associatives, c'est un peu, pour moi en tout cas, le prolongement de travaux de recherche, et puis de travaux aussi militants, et notamment de ce bouquin Bâillonner les quartiers. Au fond, l'observatoire se veut un peu une réponse à toutes les formes de répression de la vie associative que j'essaye de documenter dans mes recherches. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les formes de répression du militantisme dans les quartiers. Puis en même temps, je me suis rendu compte que ces formes de répression des assauts dans les quartiers ne touchent pas que les quartiers. En fait. Même si c'est peut-être plus dur dans les quartiers, il y a plein d'assauts environnementales, de défense des sans-papiers, des droits de l'homme, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines en réalité, qui sont touchés par des formes de répression étatique et institutionnelle. Et donc, on s'est dit, avec un certain nombre d'assauts, que ça valait le coup de documenter ces formes de répression pour pouvoir mieux lutter contre. Et donc, on a créé un collectif qui a vocation à s'élargir. On se trouve donc le collectif des associations citoyennes, mais il y a aussi le mouvement associatif, il y a la coordination des quartiers populaires Passons-nous, il y a une association qui s'appelle Appui, là, il y a l'Alliance citoyenne, il y a Vox Public, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a plein d'assauts comme ça, on est plus d'une vingtaine au niveau national. Et puis, il y a un conseil scientifique que j'ai l'honneur de présider, qui voilà, s'est lancé dans ce travail, qui est d'abord un travail un peu de recensement, de documentation, d'analyse des formes de répression qui touchent les assauts aujourd'hui en France et qui mettent un peu à mal la capacité d'expression critique des citoyens. D'accord. Alors, quels sont les outils de répression du coup des associations? C'est les subventions, c'est ça, essentiellement? Alors, il y a effectivement la répression financière ou matérielle. Les subventions, c'est un élément important dans la mesure où un des points qu'on documente en fait dans le rapport de l'Observatoire, là, c'est justement les coupes de subventions arbitraires de la part d'élus qui voient d'un mauvais œil les critiques qui émanent de certaines assos. Le pendant de ce phénomène-là, c'est le clientélisme. Au fond, c'est soit on coupe les subs des adversaires, soit on soutient financièrement les copains. Mais cette répression matérielle, au fond, n'est qu'une des formes de répression qui touche les associations. Donc, nous, on en distingue quatre. Il y a les formes de répression judiciaire ou policière, c'est-à-dire qu'il y a quand même des assos qui sont touchés par des formes de répression institutionnelle assez dures. Alors, c'est notamment vrai dans les quartiers populaires, tout ce qui est procès en diffamation, par exemple, qui vont toucher des militants de quartier. On peut parler d'Assa Traoré, par exemple, récemment. Voilà, beaucoup de collectifs qui sont touchés et ciblés par la police et la justice. Autre forme d'attaque, c'est tout ce qu'on peut appeler la répression symbolique. C'est on va s'attaquer à la réputation des gens, les disqualifier. Moi, j'avais travaillé à Roubaix sur une mobilisation autour d'un projet de rénovation urbaine où des gens avaient constitué une table de quartier pour proposer un contre-projet de rénovation urbaine face à la volonté de la ville de raser une bonne partie du quartier. Et les militants associatifs qui s'étaient investis dans cette dynamique-là s'étaient fait attaquer par la ville. On leur reprochait de manipuler les habitants, en fait, d'avoir des visées politiques. Certains s'étaient fait attaquer et accuser de communautarisme parce que on pensait qu'ils étaient musulmans, etc. Et donc, c'est une façon de renvoyer les gens non pas à ce qu'ils défendent, leurs revendications, mais à ce qu'ils sont. En fait. On réduit les gens à leur identité, voilà, et on détourne un peu le sens du combat. Donc, répression symbolique, répression policière, judiciaire, répression matérielle, c'est un peu les principales formes qui ciblent les associations. Et puis après, il y a toutes les formes au fond, de partenariat, de démocratie participative un peu tronquée, qui peuvent être considérées comme des formes, peut-être pas de répression, mais des moyens un peu de mettre sous l'été noir les capacités critiques des citoyens en leur détournant leur attention. Et souvent, d'ailleurs, on leur dit, plutôt que de venir faire des manifs, allez plutôt au conseil de quartier.
problème, c'est que les gens, ils se rendent compte bien souvent qu'au conseil citoyen ou au conseil de quartier, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, ils préfèrent aller peut-être dans la rue ou opter pour d'autres modes d'action. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que, OK pour la diversité des tactiques, mais n'utilisez pas ces formes de concertation, de participation pour la mettre à l'envers aux gens. Mmh. Mais du coup, quels sont les moyens de résistance des associations aujourd'hui? Comment on peut faire pour résister à ça? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux, ça va être compliqué d'en sortir. Est-ce que l'Observatoire a des pistes pour pouvoir sortir de là? Alors, il y a effectivement l'idée de l'Observatoire, c'est à la fois de faire un peu un constat, un bilan. Du coup, on a dressé 100 cas qu'on étudie un peu en détail. On va bientôt sortir un site internet avec une carte. On pourra retrouver toutes les histoires. En fait, on a fait plein d'entretiens avec des militants, des fonctionnaires, etc., des journalistes pour raconter tout ça. Donc, ça a été un petit peu retardé par le confinement et la crise du Covid. Ça devait sortir au printemps. Ce sera probablement à l'automne. Donc, l'idée, c'est de faire un peu un état des lieux et puis aussi de faire des propositions. Alors, une des pistes, c'est de dire, une des façons de résister, c'est aussi l'auto-organisation et c'est de faire collectif, quoi. Et face à ces formes de répression qui contribuent souvent à diviser aussi les assos entre elles, qui vont être en concurrence pour les subs, certaines vont se dire, ouh là là, tel asso, elle commence à avoir une mauvaise réputation, je vais éviter de trop m'en rapprocher pour éviter moi-même d'être mal vu par les pouvoirs publics. Une des solutions, c'est au contraire de faire front commun. C'est un peu un des objectifs de cet observatoire, c'est de créer de la solidarité entre les assos pour être plus fort. Après, il y a aussi, à notre sens, des transformations institutionnelles en fait à opérer pour éviter que les assos ne se retrouvent mises sous les ténoirs. Donc là, il y a plein de pistes et on est encore en réflexion, et je peux te donner quelques billes. Il y a la question du financement des assos qui est un truc important. C'est notamment l'idée de fonds d'interpellation citoyenne qui est défendue par la coordination Passons-nous depuis quelques temps. Il y a l'association Appui qui défend le 1% citoyen, par exemple, qui l'idée que sur les projets de rénovation urbaine, on pourrait dire ça de tous les grands projets d'aménagement, 1% du budget soit consacré à financer la participation citoyenne, voire des contre-projets. Donc ça, c'est des idées aussi sur comment on pourrait s'y prendre autrement pour soutenir financièrement, matériellement la capacité de contre-expertise et éventuellement les contre-pouvoirs. Après, il y a aussi des trucs qui peuvent être envisagés en termes de reconnaissance du statut de militants associatifs, un peu comme dans la veine de la reconnaissance des lanceurs d'alerte, avec l'idée que aujourd'hui, les représentants associatifs, c'est souvent eux qui prennent cher, c'est eux qui vont prendre des amendes, des procès, c'est eux qui vont se faire attaquer, etc. Et nous, la philosophie en fait de l'Observatoire et de ce rapport, c'est de dire que, alors qu'ils sont souvent vus comme une menace, en fait, ils ont un rôle essentiel à jouer en démocratie, et que la démocratie, c'est aussi le désaccord, en fait, et que la démocratie, c'est l'organisation du désaccord. Et donc, plutôt que d'être ciblés et attaqués par les pouvoirs publics, il faut les défendre et les reconnaître. Donc, on est en train de réfléchir d'un point de vue un peu juridique sur la façon dont on pourrait reconnaître un peu ce statut de militants associatifs et notamment des associations qui visent à défendre les droits humains et les associations qui ont ce rôle critique de contre-pouvoir, qui sont souvent en première ligne des attaques des pouvoirs publics. Et du coup, le collectif des associations citoyennes et là, le travail que vous avez fait avec l'Observatoire, est-ce que il y a un dialogue avec les institutions, avec l'État, parce que souvent les associations, quand on leur demande aussi de participer, elles en ont assez parce qu'elles ont l'impression de remplir des questionnaires, de faire des entretiens en permanence et d'être jamais entendues et que ça ne bouge pas. Donc là, qui est votre interlocuteur pour pouvoir qu'il y ait des leviers en fait qui provoquent des choses grâce à cet observatoire? Alors, c'est effectivement une question importante. Le premier point, c'est quand même de dire que c'est une démarche qui est autonome des pouvoirs publics et on a constitué un conseil scientifique, on essaie d'avoir une méthodologie assez rigoureuse pour pouvoir démontrer aussi précisément qu'il y a bien eu répression, etc. Néanmoins, l'objectif, effectivement, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, notamment l'État, à partir des résultats de ce travail d'enquête. Et donc, l'enjeu, c'est de présenter ce rapport à l'Assemblée nationale. C'était prévu normalement au printemps, ça va
de fait être reporté à l'automne. L'idée, c'était de présenter le rapport en fait devant un parterre assez pluraliste de députés, de la gauche jusqu'au centre, quoi, et de voir un peu comment ils réagissent, de les faire réagir au rapport. Il y avait aussi l'idée d'interpeller le ministre de la vie associative, en fait, avec lequel le collectif des associations citoyennes a déjà un certain nombre de discussions. Et notamment, en fait, un des points de départ de cet observatoire et de ce rapport, c'était une rencontre qu'il y avait eu avec le ministre de la vie associative et qui avait dit, au moment de cette rencontre, lui avait dit vous parlez de cas de répression associative, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression que la vie associative est plutôt bien reconnue, bien défendue en France. Montrez-moi le contraire. Et là, au fond, le CAC, avec d'autres assos et puis en s'appuyant sur des chercheurs, se dit chiche, on va le prendre au mot et on va lui démontrer par A plus B qu'en réalité, il y a pas mal d'assos qui sont attaqués par les pouvoirs publics, et donc on va revenir vers lui et pouvoir lui démontrer de façon assez rigoureuse que ça a été le cas. Donc voilà, on va les interpeller sur la base de ce rapport. Est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger les lignes? On verra. Il y a des propositions, en tout cas, qui sont faites, des propositions qui peuvent se traduire par des projets de loi, peut-être, soyons fous, rêvons. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on cible des députés. Il y a des propositions qui peuvent être mises en œuvre par les collectivités locales et notamment par les villes. Et donc, un des enjeux, c'était aussi de cibler les candidats aux élections municipales pour voir dans quelle mesure, eux, ils peuvent être des relais d'un autre fonctionnement, d'un autre rapport à la vie associative et au contre-pouvoir, qui ne soit pas uniquement dans la cooptation et le clientélisme. À voir aussi. Et puis, si jamais cette démarche un peu d'interpellation et de dialogue sur la base des propositions n'aboutit pas, peut-être qu'il faudra aller sur des formes plus oppositionnelles, plus conflictuelles pour créer du rapport de force et être entendu. On verra ça dans un deuxième temps. D'accord. Peut-être qu'il faudra aller jusque-là. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Voilà, mais on essaye pour l'instant de prendre les élus au mot. Bien sûr. Et Julien, alors on attend septembre alors pour pouvoir découvrir ce rapport. On le trouve. Tout à fait. En fait, là, le truc, c'est là le rapport était quasiment finalisé, mais de fait, il se trouve un peu impacté quand même par le contexte du confinement, de la crise du coronavirus, parce que d'un côté, les assos sont en première ligne pour assurer la solidarité, notamment alimentaire, sanitaire, etc. Voilà, et puis pallier d'une certaine façon aux défaillances de l'État social. Et puis en même temps, on voit qu'un certain nombre d'assos se font attaquer quand même aussi en cette période de confinement. Ça continue, quoi. Notamment, on a regardé le cas d'assos qui viennent en soutien à des réfugiés qui sont en situation particulièrement difficile en ce moment et qui, du coup, continuent à prendre cher. Et donc, on ne pouvait pas, d'une certaine façon, sortir notre rapport qui était largement finalisé avant la crise du coronavirus, sans prendre en compte ce nouveau contexte, qui, d'une certaine façon, vient confirmer et accélérer en fait des tendances qu'on pointait déjà du doigt. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'analyser justement cette situation qui est quand même très particulière et puis qui impacte un peu nos réflexions pour sortir le rapport à l'automne en prenant en compte vraiment ce nouveau contexte post-coronavirus. D'accord. Tout ça sera donc du coup accessible. On va créer un site internet dédié. Le rapport sera téléchargeable. Il y aura du coup cette magnifique carte qui documentera tous les cas de répression, etc., tous les contacts, voilà. Et puis en espérant aussi que ça fasse boule de neige en fait, parce que là on a listé 100 cas en se disant que voilà, il fallait que la méthodologie soit rigoureuse, mais on est convaincu qu'en fait, on a touché qu'une toute petite partie de l'iceberg et qu'en réalité, il y a plein d'autres assos qui sont ciblés par des formes plus ou moins discrètes de répression et puis qu'à partir de ces 100 cas assez emblématiques, il y a d'autres gens qui se manifestent, qui sollicitent l'observatoire et puis pour faire gonfler le nombre de cas pour démontrer la dimension systémique de la répression des contre-pouvoirs dans la société française. Bien sûr. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Julien. On a hâte de lire le rapport. En attendant, on peut toujours aller sur le site du collectif des associations citoyennes où il y a aussi énormément de ressources et on peut adhérer, j'imagine, si on est une association. Okay. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Julien Talpin. Et puis on se retrouve sur d'autres sujets où tu pourras nous éclairer. Merci, Julien. Carrément. À bientôt.